Bonjour à toutes et tous, voici le podcast L'Entretien Cosmique, animé par moi-même, Céphalopode Cosmique. L'Entretien Cosmique, c'est un podcast qui s'intéresse à ses invités et à leurs expériences. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je reçois Benjamin, qui vient nous parler de lui, de ses activités d'auxiliaire de vie, de la philosophie, du marxisme et de toutes ses expériences. On se retrouve à la fin du podcast. On va parler de nous, de toi. Ok. L'idée, c'est justement de faire vivre une discussion sur un peu tous les sujets qui nous viennent par la tête. Si possible, des trucs qui nous ressemblent. On va pas dire trop de conneries, mais justement parce que c'est nous-mêmes, parce que c'est des trucs qui nous occupent toute la journée. On a été confrontés à un tas de milieux politiques divers et variés. Et on s'est croisés notamment dans des franges assez arides de l'extrême gauche. On va dire ça pour être gentil. Voilà. On va être l'esprit de charité. On va pas prêter des mauvaises intentions par principe. L'idée, c'est vraiment de créer un lieu de discussion où moi je m'exprime, je fais s'exprimer les gens que je reçois. C'est-à-dire qu'à partir d'expériences individuelles et de petites compétences personnelles, en fait, justement, oui, l'idée c'est de ne pas se poser la question de la légitimité. On va pas faire de la science, c'est vraiment pas l'objet. On a un certain type d'expérience. On est tous les deux relativement précaires. Je ne peux même pas la peine de dire relativement. Plutôt précaires. On est des vieux étudiants qui ont vécu tout un tas de trucs, plus ou moins politisés ou en cours de dépolitisation, de repolitisation, on va savoir. Faire la discussion à partir de ce que chacun a à dire. Et je vais recevoir surtout des gens qui sont dans ce type de situation-là et en fait qu'on n'entend pas. Super. Moi, je n'ai jamais vu nulle part un auxiliaire de vie, master en philo, plus ou moins dans des aléas de la vie et qui va pouvoir parler pendant quelques heures, quelques dizaines de minutes. Parce que j'espère que tu reviendras. Ah bah avec plaisir. Non mais franchement, Voilà, on va... le projet déjà il est vachement généreux, donc même au-delà de ma petite personne, c'est vrai que sur internet, avec tous les moyens numériques qu'on a actuellement, en termes d'enregistrement, de prise de vidéos et tout, il y a la capacité en fait de... C'est le principe des trucs d'éducation populaire de Lepage, je pense, enfin, c'était la philosophie de base sans doute, mais c'était de faire en sorte que des professionnels, des gens qui ont un pied ancré dans le monde réel, dans le monde du travail, dans un certain monde professionnel, puissent s'exprimer au-delà de toutes les réceptions idéologiques, journalistiques, tout le traitement extérieur en fait à leur corps de métier qui se fait dans les médias officiels et avec lesquels on est censé s'abreuver pour comprendre la réalité, la déterminer, bien la traiter. Donc ça c'est précieux. Hein. Oui. Précieux. Donc c'est ça l'idée, vraiment de dépasser la question de la légitimité. C'est posé dès le départ. Il n'est pas question d'expertise. L'idée, c'est d'apprendre des choses par les expériences vécues des personnes. La petite expertise personnelle, le témoignage. On passe notre temps à apprendre par le témoignage des autres compagnies. Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de parts de la population qui n'existent pas dans ce type de témoignage qu'on entend partout. Mais ça, c'est clair. Moi, j'en ai pris conscience parce que je suis moi-même un de ces profils qui n'existent pas. Et je me suis rendu compte que beaucoup de mes amis, en fait, sont eux-mêmes dans ces cas-là. Et moi, ça m'intéresse déjà de les écouter, de les faire parler. Quand je parle avec eux, notamment avec toi, je vois bien qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui sont dites. Je vais pas te faire l'injure de te présenter, tu te présentes toi-même. Ok. Bon, mais il n'y a pas de... L'idée, c'est vraiment pas de... Je te demande pas ton CV, juste... Ok. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu as peut-être envie de parler de ton activité à toi d'auxiliaire de vie, d'écrivain ou d'apprenant écrivain ou d'écrivain en cours. Voilà. Donc je n'en dévoile pas plus et je te laisse parler. Ok, déjà merci pour tout. Merci
donner la parole à des profils atypiques, hein, parce qu'au-delà de ma petite personne, je pense qu'il y a plein de gens qui ne se retrouvent pas dans les considérations dominantes, les discours dominants, enfin, d'où qu'ils viennent hein, d'ailleurs, hein, que ce soit d'un bout à l'autre du spectre politique, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. C'est des gens qui... Enfin, souvent les discours idéologiques, ils disent beaucoup pour cacher beaucoup de choses. Et si en créant des petits espaces de parole comme ça peut permettre de fracasser ces espèces de fictions qui font écran sur toute la pluralité et la richesse sociale, c'est super quoi. Donc je vais pas être obscène ou impudique enfin, dans le récit de mon petit parcours. Moi, typiquement, j'ai de la petite bourgeoisie provinciale, bretonne. Je suis passé par l'université. Je fais vite, hein, je suis monté à la Sorbonne. J'ai eu la maîtrise de philo. Et j'ai eu cette expérience-là dans l'aide à la personne. Parce que j'ai mis un pied là-dedans. Parce que j'avais un ami qui était infirme moteur cérébral. Et comme j'étais son ami au quotidien dans cette situation-là, des fois faut comment dire, enfin, t'es avec ton pote, il est pas mobile, faut savoir s'occuper de lui quoi. Et le truc que je faisais de façon informelle avec lui au quotidien, j'ai vu que ça pouvait me donner un job assez facile à obtenir très rapidement parce qu'il n'y avait pas besoin de diplôme. Et à cette époque-là, j'étais dans plein de contradictions aussi sur le plan de ma conscientisation politique. Et donc ça me permettait d'avoir une activité où en gros je me sentais utile quoi. C'était un boulot qui avait du sens, c'était un truc concret avec des gens physiques qui sont là et vis-à-vis desquels tu peux faire la différence au quotidien. C'est-à-dire que quand tu as des personnes isolées, je sais pas, qui sont des octogénaires, des nonagénaires, qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien. Quand tu as des personnes qui sont, j'en sais rien, je dis des cas qui me viennent en tête, hein, mais des personnes étrangères qui parlent très mal français, qui sont amputées, par exemple, qui sont toutes seules chez elles, si l'auxiliaire de vie, dans les petites heures qu'il a dans la semaine, peut amener même 3 fois rien au niveau de l'administratif, au niveau des impôts, ça peut être vraiment n'importe quoi, hein, c'est pas forcément de l'empathie niaise, tu vois, mais c'est une présence réelle et effective qui permet de résoudre les petits tracas du quotidien qui, quand ils s'accumulent après, peuvent devenir complètement catastrophiques s'ils ne sont pas réglés, quoi. Donc c'est plutôt ça qui m'a plu dans le boulot d'aide à la personne. Et puis, à côté de ça, bon, moi je peux pas me dire écrivain, tu vois, parce que j'ai pas sorti de livre, j'ai pas de production littéraire, mais je suis satiriste et polémiste, quoi, avec le blog Le Grouge qui tâche, voilà, qu'on tient avec des copains. Et moi, j'ai pas de. Même si j'ai fait de la philosophie, même si j'aime la philosophie, j'ai pas de velléité philosophique. Je me vois pas du tout comme un grand théoricien qui va produire le nouveau système qui va permettre de comprendre le monde au XXIe siècle de A à Z et de Z à A. Pas du tout. J'aime la philosophie, mais moi, ce pourquoi je me passionne en ce moment, c'est davantage le roman prolétarien, ces choses-là. Et puis, sinon, les chroniques d'actualité politique, les recensions de ce genre-là. J'aime beaucoup, par exemple, lire des mecs comme Lucien de Samosat. J'aime bien appliquer ça au XXIe siècle, tu vois. Tu peux décrire ce que c'est? Lucien de Samosat, c'était un satiriste de l'Antiquité. Et en gros, moi, j'ai appris son existence avec Marx qui en parle, en le comparant en fait, au Prométhée enchaîné d'Échille, où en fait il dit voilà, c'est les 2 moments où le monde ancien s'écroule, d'abord tragiquement avec le Prométhée enchaîné d'Échille, et puis après, de façon plus burlesque, disons, avec Lucien de Samosat. L'idée étant que l'humanité doit pouvoir se libérer gaiement de son passé, je ne me souviens plus de la formule exacte. Mais c'est un truc qui me parle vraiment parce que aujourd'hui, si tu veux faire une satire
de la vie politique française ou même européenne, ou même aux États-Unis, t'as même pas besoin d'avoir, de faire un effort créatif ou d'imagination très poussé en fait. T'as juste à te baisser. Enfin, moi, tout le truc que je vois avec Pierre-Georges Chalençon, c'est juste magique. Parce que l'idée que la 5ème République de Gaulle s'effondre avec un Napoléon, je sais pas, un idolâtre de Napoléon, Ouais, qui a des bigoudis là comme ça. Là, c'est vraiment une figure de grande guignol extraordinaire. Ah non, mais moi je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, il y a presque un côté hegelien, tu vois, où l'esprit circule à travers Pierre-Georges Chalençon pour détruire la vieille politique française. Et c'est un demi-sosie de Polnareff. C'est à peu près. C'est très, très, bon, très étonnant. J'ai fait une présentation très générale. Non, mais écoute, t'es même déjà allé très loin. Je suis toujours un peu étonné on a tous un peu pris l'habitude de se faire un peu une présentation. Dans certains milieux, c'est encore pire. Hein. Oui. Mais de faire une présentation après sociologique, Oui. quasi objective de soi-même. Je viens de tel milieu social, tel truc. Il y a tout un tas de milieux politiques où tu précises même ta variété de couleurs de peau. Alors, je suis juif d'ascendance maronite, avec un grand-père algérien, je sais pas quoi. Tu fais comme ça une mixture qui est censée évoquer aux autres. Oui. Bon, là où ça devient problématique, c'est quand ça devient une espèce de carte qui t'autorise à dire des choses ou pas, et une limitation. Et donc, parce que tu t'autodéfinis de telle manière, tu as accès à telle catégorie de plaisanterie. Et certaines autres te sont interdites. Non, mais le truc aussi, c'est que, tu vois, sans faire ce puritanisme moral là, c'est vrai que dans mon enfance, j'ai jamais manqué de rien, tu vois, j'ai pas eu de privation, alors que moi j'ai des potes, à la fin du mois, quand ils étaient petits, c'était pâte, riz, pâte, et puis rien d'autre, quoi. Moi j'ai pu partir en vacances, tu vois, tous ces trucs-là. J'ai aucune culpabilité vis-à-vis de ça, parce que j'ai été brassé dans plein de milieux très différents, et donc là-dessus, je suis tout à fait détendu, tu vois. Puis bon, sur le plan de l'humour, je suis pas très safe comme mec, mais... tu le reconnais. Voilà, mais... L'autocritique stalinienne, c'est aussi un grand moment. C'est une vertu, hein. Pardon, je n'ai pas respecté la ligne morale indiquée. Non, mais t'as raison de dire que c'est pas parce que tu viens de tel tropisme identitaire, sexuel, ou même social, que ça t'autorise à avoir un certain discours. Mais je pense qu'il y a moi, c'était juste pour souligner qu'il y avait peut-être enfin, comment dire, si les gens veulent comprendre la logique de ce que je dis au reflet d'où je viens et ce par quoi je suis traversé, enfin, ce à travers quoi je suis passé dans cette mer agitée là, le lieu de départ c'est ça. C'est plutôt une force d'ailleurs, je pense. C'est pour ça que j'ai pas de culpabilité, c'est que j'ai toujours eu des parents, mes parents sont restés ensemble toute leur vie, ils n'ont jamais divorcé, ils s'aiment, ils m'aiment, et bon, tous les parents ont fait des trucs, tu vois, où toujours des choses à reprocher, mais j'ai conscience avec mes potes, par exemple, souvent, que c'est vraiment une chance, quoi. C'est-à-dire de se dire, t'as cette colonne vertébrale de base, là, qui fait que je pense que quoi qu'il arrive dans la vie, même si c'est sans doute un fantasme ou une idéalisation, je me dis, voilà, j'ai un socle de départ, qui n'est pas trop éclaté ou en puzzle. J'aime bien, j'avais envie de dire que ce podcast il est sous le signe de la neutralité, du bon sens et du pragmatisme, comme c'est souvent invoqué, mais évidemment c'est une plaisanterie, et évidemment ça n'a aucun sens, cette expression-là. Quand quelqu'un vous dit qu'il est neutre du côté du bon sens, fuyez. Vraiment, et méfiez-vous comme de la peste de ce qu'il a à vous dire. Enfin, le pragmatisme, on va dire, c'est un peu spécial parce que c'est une tradition philosophique qui existe et qui a vraiment un contenu intéressant, mais les usages quotidiens du mot pragmatisme n'ont rien à voir avec le pragmatisme de Peirce, de William James ou de Dewey, qui sont les philosophes pragmatistes les plus importants. Donc vraiment, sauf s'ils vous parlent de Peirce, fuyez. Mais il y a un truc vraiment qui m'a interpellé là, et c'est mieux on me lance la discussion directe sur un peu le parcours, c'est que justement,
Tu as dit que tu n'avais pas prétention à changer le modèle philosophique, enfin j'ai un peu perdu ta formule, mais à remettre en question. Et ça vraiment c'est un truc qui me pose problème et j'ai vraiment envie d'en parler, de traiter ce cas-là, très important. C'est que bon, je pense que ça s'entendait notamment dans la manière dont tu parles, Benjamin, et peut-être un peu dans la mienne, mais comme je ne m'entends pas, je ne sais pas le dire. On est tous les deux diplômés d'université parisienne en philosophie. Et il y a vraiment ce rapport-là très particulier de la philosophie. On aurait envie de dire que c'est français, mais je pense que c'est sous-estimer le problème. Et surtout, c'est une grande passion française de dire que les problèmes sont français. Mais. Oh là. C'est-à-dire que si tu entends quelqu'un dire ah vraiment c'est vraiment la France, ça c'est la merde. T'es sûr que c'est un Français? T'es sûr que c'est un Français et pas un Belge ou un Suisse ou un francophone d'un autre pays. Avec une défiance constante vis-à-vis des institutions. Alors c'est possible qu'on vive une époque où c'est encore plus marqué qu'avant, mais c'est vraiment très 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 présent un peu partout. Peut-être moins dans les médias grand public, télévision, radio et compagnie. Il y a eu les Gilets jaunes il y a 2 ans maintenant, un peu plus. Et cette défiance-là vis-à-vis des institutions, on la retrouve dans ces milieux-là, Gilets jaunes. Je lance la chose parce qu'on va en parler aujourd'hui. Pas tout de suite, j'ai envie de faire j'ai envie de traiter le cas de la philo, parce que je suis un peu énervé. J'ai envie de traiter le cas de la philo, mais on fera le cas aussi des institutions politiques et des Gilets jaunes après. Vous avez peut-être des Gilets jaunes autour de vous. Vous voyez bien qu'il y a une défiance des institutions très, très importante un peu partout. Ça peut être à l'origine de mouvements sociaux très intéressants et aussi des pires théories du complot les plus malsaines, les plus toxiques pour la vie en société. Et parfois ça se mélange. Il y a des gens qui sont et gilets jaunes et complotistes. Et là, au moment où on parle aujourd'hui, mi-avril à peu près, mi-avril 2021, on est encore sur le coup d'une petite fille qui s'est fait enlever par des gens plus ou moins mêlés à des milieux. Donc assimilés gilets jaunes, assimilés complotistes. Et je crois que c'est le survivalisme en l'occurrence. Et des mouvements survivalistes un peu extrêmes. J'ai pas trop regardé en détail, mais ça avait l'air assez délirant. C'est-à-dire que bon, j'avoue mes sources et j'ai juste lu quelques articles de la presse. Donc on va traiter tous ces sujets-là que je viens d'évoquer. Et on commence par les études en philo. Ok. Alors j'aurais 2-3 choses à dire sur. Parce que c'est quand même étonnant, c'est qu'on se sent obligé. Alors soit on commence par dire, en fait je suis pas philosophe. C'est-à-dire que on s'inflige des années, en l'occurrence 5, le master 1, le master 2, des mémoires de plusieurs dizaines, voire centaines de pages. Mais là où les gens qui font de la psychologie sont psychologues littéralement, après le master 2, là je suis psychologue, les gens qui font de la physique sont physiciens, mais les gens qui font de la philosophie ne sont pas philosophes. Et commencent par se dire, non mais moi je suis pas philosophe. Et même parfois dire faire de la philosophie, c'est déjà trop. C'est-à-dire que tu n'es ni philosophe, tu as fait 5 ans d'études en philosophie, mais tu n'es pas philosophe. Tu ne fais pas vraiment de philosophie. Enfin, quand je dis tu, c'est un tu impersonnel, hein, de prendre pour ça. Et c'est un cas vraiment très particulier, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette pédanterie philosophique? Non, mais il y a plusieurs trucs. Alors, pour ma part, moi, je suis quelqu'un de plutôt chaotique et excessif, comme je disais. Et si tu veux, la philosophie, quand j'étais vraiment très très jeune, autour de la vingtaine, ce qui m'a tout de suite happé, c'est l'aspect excessif, justement. C'est l'idée, tu vas en philosophie, tu vas découvrir des auteurs, tu vas avoir la vérité absolue, en fait. Si tu travailles suffisamment, si tu bûches les auteurs, tu vas avoir la vérité absolue sur le monde et tu vas avoir l'outil, la clé de compréhension de tout. T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 27 ans. Ouais. Pardon, t'as quel âge au moment où tu te dis c'est la clé de tout? Je vais tout connaître. Je dois sortir du lycée, quoi. Okay. Donc juste à la sortie du lycée, je me dis, à côté pythagoricien avant l'heure, quoi. Je vais trouver avec des auteurs, des équations, des trucs comme ça, je vais trouver la clé de compréhension de tous les mystères du monde. Et je perds pas ton développement précédent, mais je pense que c'est peut-être ça le côté français en fait. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je pense qu'on est un pays d'excessif, et en fait c'est tout ou rien quelque part. Et donc
il y a un investissement énorme dans la philosophie et il y a des attentes énormes dans la philosophie qui sont en fait proportionnelles en fait aux espérances qu'elle trahisse en fait, enfin qu'elle trahit la philosophie. Et tu parlais des gilets jaunes. Moi, je suis 2 ans après, je suis gilet jaune de tout cœur parce que ce que j'oublierai jamais avec ce mouvement, ce qui a été complètement extraordinaire, c'est que quand c'est parti en octobre-novembre 2018, je ne sais plus exactement, mais tous les discours idéologiques qui saturaient l'opinion d'éclectisme facile, quoi, ont complètement été éjectés pour qu'il y ait une omniprésence du social à la télévision, tu vois. C'est-à-dire tous les discours sur, et quels qu'ils soient, hein, extrême droite, extrême gauche, les discours qui soient décoloniaux, les Zemmour, les Finkielkraut, tout ça a été complètement balayé. Ils se sont retrouvés face à un truc qui n'était absolument pas dans leur logiciel de compréhension, c'est-à-dire des gens qui étaient ou des couches moyennes basses, ou carrément du prolétariat, et qui se retrouvent sur les ronds-points, dans les endroits où les marchandises circulent en camion et où les trafics se font, ils bloquent les ronds-points, et et comme ça, je sais pas combien ils étaient au pic du mouvement, je crois que c'était entre 100 000, 200 000 personnes, je sais plus. Ouais, estimé 200, 300 000. Bah, mine de rien, ils ont bloqué, ils ont bloqué l'économie, et il y avait un soutien massif de la population. C'est que même si, voilà, c'était 100 000, 300 000, tu disais là, physiquement présent sur les ronds-points ou à Paris, je crois que le soutien de la population française, en tout cas au début, aux heures glorieuses du mouvement, il était là, quoi. Et tous ces trucs-là de conspirationnisme, si tu veux, c'est comment ce sont des gens qui sont en phase de politisation, et du coup ils se raccrochent un peu à tout ce qui leur tombe sous la main contre le gouvernement, quoi. Je pense que c'est ça la mécanique de base. Et moi, ce que j'ai pu avoir comme retour, c'est que souvent, en fait, dans les ronds-points où les mecs se rassemblaient, construisaient des choses, occupaient des espaces désaffectés et tout, et dans les manifestations quand ils étaient dans les grandes villes, le conspirationnisme, en fait, j'ai pas trop parlé d'utiliser ce terme-là, mais bon, bref, je sais pas comment appeler ça, la paranoïa idéologique, en gros, elle était. Tant que tu dis ce que tu veux dire, tu peux utiliser le mot que tu veux. Ouais, bien sûr, non, mais c'est que. Bref, je reviendrai là-dessus, mais en gros, c'est cette paranoïa idéologique-là, en fait, elle défonçait le mouvement sur place. C'est-à-dire qu'il y a plein. Moi, j'ai un copain qui m'a raconté ça, il avait des camarades, donc il était gilet jaune, il avait des camarades gilets jaunes avec lesquels il se battait depuis des mois, et puis sur leur campement, sur leur rond-point, il y a un mec qui est arrivé avec toutes sortes de théories sur l'Atlantide, machin, tout ce truc-là. Et alors que les mecs étaient à la base dans des revendications très claires, c'est-à-dire t'augmentes le prix de l'essence, je suis en province, ma voiture c'est mon moyen de locomotion, c'est mon outil de travail, donc tu veux me tuer, tu vois. C'est ça le raisonnement de base. Donc les mecs étaient dans un rapport capital-travail très frontal, mais spontané mais très frontal. Et en fait avec ce mec-là, ils ont complètement vrillé sur des trucs, pyramide, Atlantide, machin, et il m'expliquait que pendant qu'ils faisaient leur manif, eux, ils sortaient du cortège, et ils allaient dans les ruines de je sais plus quelle ville, parce qu'il y avait tel signe, tel symbole qui était là. Enfin, j'en rigole, mais c'est dramatique. Telle clé, tu vois, pour abattre le système de la Macronie. Alors, tu mets tout ce que tu veux derrière, satanique, machin. Donc, voilà, j'essaie de reprendre l'arc que tu as tracé là. Moi, je vois ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est un pays, les Français sont excessifs pour le meilleur et pour le pire. C'est pas une nature, tu vois, le français n'est pas par nature excessif. Je sais pas, tu sais, une théorie, je sais pas, essentialiste. Voilà, des géographies, genre quand tu habites la mer, t'es plus tempéré, j'en sais rien. Tu sais, des trucs à la con. Mais ça n'a pas tenu ça. Non, je pense que c'est pas des c'est une construction historique, sociale, culturelle. Ça doit être très complexe à retracer, la généalogie d'ailleurs. Mais en tout cas, politiquement, je sens qu'il y a des attentes qui sont immenses en fait. Et plus les attentes sont immenses, plus quand la chose se concrétise dans la réalité, plus elle se matérialise, plus elle a tendance à être décevante. Et là du coup ça nourrit de l'aigreur, de l'amertume, encore plus de frustration sans doute. Moi je vois ça comme ça en gros. Si je devais faire
panorama très rapide, quoi. Non, bah c'est bien, t'as un peu brûlé le programme, mais bon. Bon, pardon. Non, bah écoute, c'est moi, j'apprends. Je vais poser des questions beaucoup plus restreintes. Finalement, comment est-ce qu'on en vient à faire ce choix de carrière très bizarre? Enfin, choix d'études universitaires très bizarre. Donc là, tu en as un peu parlé. Il y avait un peu l'ambition d'avoir la vérité universelle. Mais finalement, à 17 ans, on pense un peu comme ça. Donc moi, je me reconnais un peu l'idée qu'il y a une aventure extraordinaire à aller fouiller le domaine du savoir. Et ça peut avoir des... Finalement, les philosophes qui nous ont précédés avaient parfois des ambitions tellement disproportionnées et délirantes que ça touchait des adolescents disproportionnés et délirants aussi. Bah, le truc, c'est que j'étais plutôt bon élève au lycée. Et donc, d'abord, j'étais à l'IEP de Rennes. J'ai passé le concours, un peu à reculons. Donc l'IEP, c'est le Sciences Po, Sciences Po. Ouais, mais bon, tu sais, apparemment, c'est pas des vrais Sciences Po. Sauf que, voilà, il y a une distinction très forte entre Sciences Po Paris et les Sciences Po de province. Bon, je m'en fous un peu. Et qui est vécu même comme des ruptures de classe, littéralement. Ah ouais, c'est un drame. C'est-à-dire que vraiment Sciences Po Paris a un mépris aristocratique sur les autres Sciences Po. Ouais, complètement. Mais après, je me suis toujours un peu branlé, moi, personnellement, mais... Après, bon, quand je dis mépris aristocratique, je ne présage pas, ne présume pas du fondement de ce mépris aristocratique. Ouais, t'as bien raison. C'est-à-dire que... T'as bien raison. Non, bon, de toute façon, c'est bon. Moi, j'ai fait plus de l'histoire des idées, de la sociologie, de la science politique à ce moment-là. Mais en gros, ouais, alors, moi je voulais plus faire L au lycée, et j'ai fait ES, tu vois, pour me dire, je vais pas finir chômeur. Et après, à la sortie du lycée, je savais pas quoi faire. J'ai fait le concours à reculons, je l'ai eu, et je suis allé à l'IEP. Mais ce serait à refaire, je le referais pas, je pense. C'est quoi comme concours? C'est un concours, à l'époque, c'était un concours national. Et en gros, tu mettais ton ordre de préférence Rennes, Lille, Lyon, Toulouse, Paris. Ouais. Et en fonction de ta note, t'avais en fait une liste de choix après, et tu choisissais où aller, quoi. Un truc à part. Donc il y a les Sciences Po de province et il y a Sciences Po Paris. Ouais. Si tout le monde passe le même concours? Alors, tu as un truc spécifique Sciences Po Paris, et après tu as le truc avec toutes les provinces, quoi, qui sont mêlées dans un même ensemble, quoi. Donc tu voulais Rennes et t'es Rennes? Ouais, parce que j'aimais bien la Bretagne, quoi. Je réfléchissais pas plus loin. Et ouais, du coup, j'ai fait l'IEP. Bon, c'est un milieu compliqué. Il y a des gens extraordinaires, très bien, que j'ai rencontrés là-dedans, mais bon, je trouve que les aspirations sont quand même, en tout cas sur le plan professionnel, sont un peu mesquines et basses. Et du coup, c'est pour ça que je suis plus allé vers la philo à la Sorbonne, après, en espérant trouver, tu vois, je sais pas, une substance, un truc dont j'étais pas satisfait dans un IEP, où c'est plus recherche en sciences humaines, mais peut-être que c'est pas, comment dire, il n'y a pas une prétention à la vérité dans les sciences humaines, mais il y a une prétention à la scientificité sur le discours, sur le réel. Et moi, j'ai vu comment ça se passe un peu dans les sciences humaines, comment tu mets en place un mémoire et tout, comment tu as l'écrit de recherche, tous ces trucs-là, comment tu collectes des témoins, par exemple, pour faire un entretien de sociologie, comment tu les fais parler, comment tu t'organises la prise de parole et tout. Je suis pas très convaincu que ce soit vraiment de la science, quoi. Donc il y a toujours un truc qui m'a gêné là-dedans, même quand on faisait pas mal d'économie politique, il y a une vraie prétention à la scientificité dans l'économie politique qui me paraît pas très fondée, quoi. Mais c'était peut-être juste parce que t'étais pas... C'était encore le cours de méthodologie, c'était peut-être pas encore là. Bah, j'en ai fait assez tardivement quand même dans l'IEP, et il y a des trucs qui vont loin, je trouve, dans les lois, dans les axiomes économiques, parce que c'est une chose en fait d'identifier des lois économiques, de voir des axiomes, de voir des mécanismes qui fonctionnent, mais après il y a toujours la tendance à universaliser la loi à différents pays, différentes nations, en fait de transposer des lois économiques qui fonctionnent et qui sont vérifiées dans une nation donnée, et de transposer ça sans transposer les conditions qui permettent la loi économique de fonctionner dans le pays qu'on a pris de base, tu vois. Tu vois. Qu'est-ce que tu peux... Parce qu'en fait, le cliché qu'on a un peu
et que moi j'ai pu avoir et qu'on pourrait avoir sur les Sciences Po, c'est que c'est justement un peu des lieux où des gens de couche moyenne essaient de se donner les moyens, vont là-bas pour se donner les moyens d'avoir des postes de notables dans des plus ou moins grandes villes françaises ou ailleurs, de Oui, passer par exemple du fils de comptable ou du fils de prof à notable d'une ville française moyenne ou grande. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un lieu où les gens ont des prétentions scientifiques, même du côté des sciences humaines. Enfin, clairement, là-dessus, moi je considère que les sciences humaines sont tout à fait des sciences tout à fait légitimes. Et certaines plus ou moins vieilles, qui ont atteint plus ou moins haut niveau de maturité. Il y a la sociologie qui maintenant commence à être un peu vénérable, à avoir sa tradition, ses méthodes statistiques très développées. Il y a des sciences beaucoup plus jeunes comme les sciences cognitives qui là en sont encore à élaborer ces méthodes et cet outillage statistique. Bon, ce que je voulais dire, c'est juste que c'était pas un lieu, j'ai l'impression, où les gens avaient la prétention à la science, quoi. C'était plutôt où on allait acquérir des savoirs techniques pour après entrer dans l'administration ou devenir cadre. Ça dépend dans quoi tu te spécialises. Moi encore, là, tu vois, je parle de l'IEP de Rennes, de ce que j'ai pu voir, mais tu as quand même les profs qui y sont des spécialistes des sciences humaines, tu vois. C'est-à-dire. En fait, ça ressemble beaucoup à l'université, c'est ce que tu veux dire. Ouais, mais après, comment est-ce que tu dis sur le fait, tu vois, d'avoir des fils de couche moyenne, voilà, qui veulent avoir des boulots de notables, ça c'est très vrai, mais je pense qu'on voit les mêmes mécanismes à l'œuvre dans n'importe quelle fac de sciences humaines, ou même à HEC, dans des trucs comme ça, là peut-être encore différent, mais c'est-à-dire que si tu veux, tu avais 3 spécialités en gros, tu avais politique et société, éco et je sais plus trop quoi, finance et éco, je crois, et tu avais un 3e truc en administration et en droit. Je te fais la dichotomie, mais en gros, tu as 3 ans d'enseignement généraliste, et après, quand tu as quand tu rentres en master, la licence, qui reproduit la licence master. Tu choisis une spécialité entre, en gros, tout ce qui est relatif au droit fiscal, administration publique, tout ce qui est droit, quoi. Et avec ça, pour le coup, là, tu vas plus avoir une carrière dans la fonction publique. Politique et société, c'est différent. Là, tu fais vraiment à fond de l'histoire de la pensée, de la philosophie des droits fondamentaux. Donc avec ça, tu peux avoir un spectre professionnel assez large. Et économie et société, là, c'est plus pour faire, je pense, de l'activité de conseil après. Mais bon, le principe, c'est de te donner une formation quand même assez pluridisciplinaire. Et après, tu peux aller un peu partout sur le marché du travail, ça peut être dans la politique, dans le conseil, dans la communication, dans le droit, dans les métiers je sais pas, de tutelle, de curatelle. Tu as un spectre qui est vraiment très très large, quoi. Et je dis pas que. Enfin, parce que je veux pas faire le mec, tu vois, qui est en rupture oedipienne avec ça, c'est pas du tout ça. Moi, déjà, tu y es rentré et t'en es parti. Ouais. Donc c'est déjà quelque chose, quoi. C'est comme. T'avais fait le concours pour y rentrer, t'étais un jeune breton, t'as fait ton IEP de Rennes, mais t'es pas resté jusqu'au bout, t'es allé faire de la philo à Paris, à un moment. Oui, parce que c'est qu'en fait, c'est pas ce qui me passionnait, quoi. Et je veux dire, on peut pas aller contre ce qu'on aime faire. Tu vois, si moi, j'avais pris plus droit administration parce que ça me plaisait. Et au bout d'un moment, je me disais, tu fais ça surtout pour avoir un job stable, tu vois, pour les 15-20 prochaines années, et tu t'épanouis pas là-dedans, quoi. Et c'est plus pour ça que je suis après allé chercher la philo. Et la philo à la Sorbonne, j'ai bien déchanté aussi, hein, parce que il y a eu des trucs qui étaient vachement bien. Mais alors, oh là là, il y a des profs qui te font des cours, mais c'est. C'était important pour toi Enfin, je pense que le fait que tu sois allé en philo est un élément de réponse. Oui. Mais c'était vraiment une problématique familiale qu'il y ait des débouchés professionnels possibles, qu'il y ait du travail après. C'est important quand même. Ouais. C'est important. Et donc j'ai fait ça. Et déjà tu arrives à la Sorbonne avec les statues énormes de Hugo là. T'es arrivé en L3, c'est ça directement? Non, je suis arrivé en M1. T'es arrivé directement en master. Parce que les licences n'ont pas droit à Victor Hugo. Hein. Ah bon? Les premières années, ils n'ont pas droit à Victor Hugo.
Non, mais moi, dès que je suis arrivé, j'ai eu le droit à Victor Hugo. Donc non, pour vous dire, dans la Sorbonne mère, on dit en Sorbonne. Ah, je sais pas. Je vais en Sorbonne. Oui, tout à fait. Et donc je vais en Sorbonne, et dans la cour de la Sorbonne, au niveau de l'entrée, c'est devenu une fac répressive, la Sorbonne, c'est devenu difficile d'entrer quand t'es pas toi-même étudiant. Ah oui, c'est horrible ça. C'est vraiment chiant, mais bon. Fut un temps où c'était un lieu libre, et malheureusement ce temps est révolu. Donc dans cette Sorbonne-là, il y a Paris 1, Paris 4 surtout qui sont représentés. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je connais surtout Paris 1 et Paris 4. Oui, c'est ça. Je sais que moi je suis passé par Paris 4 et les 2 premières années, tu vas d'abord dans un grand bâtiment préfabriqué à Porte de Clignancourt pour les 2 premières années, mais qui est neuf, donc qui est assez cool. Je crois qu'à Paris 1, les premières années, je crois que c'est Tolbiac. Et donc tu arrives en M1. Ouais, et puis bon, bah. Les études de philosophie. C'est le bâtiment énorme, les grandes fresques et tout. Alors, moi, il y a des professeurs que je trouvais vraiment extraordinaires, tu vois. Des mecs qui arrivent dans l'amphi, pas de notes, rien du tout, que dalle. Et pendant 2 heures, ils vont te parler en maîtrisant tout sur le bout des doigts, des encyclopédies de Diderot, de Rousseau, truc extraordinaire quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu vois, enfin, le décalage même avec l'enseignement de l'IUP était vraiment scotchant quoi. Donc franchement là-dessus, je regrette vraiment pas quoi. Par contre, il y a eu des trucs où, tu vois, par exemple, tu t'inscris à un cours de philosophie morale. Bon, tu t'attends à faire un cours de philosophie morale. Et là, tu prends philosophie morale, tu t'attends à avoir, je sais pas, étudié des grands moralistes du 17e, du 18e, je dis n'importe quoi, les étudier à fond, quoi. Et alors, bah, je m'inscris. Et puis, je m'inscris, on s'installe, nanana, et la nana commence à déballer ses affaires, s'installer. Et alors, en fait, tu regardes, tu te dis, ah merde, c'est philosophie morale des séries télévisées. Oh. Et tu te retrouves à avoir des heures de cours qui n'en finissent pas sur Friends, je déconne pas, hein. Buffy les vampires, je jure que c'est la vérité, devant le tout-puissant. Mais c'est comment, c'est horrible quoi, parce que en gros moi ces cours-là j'y suis pas allé, et en fait juste avant la fin l'échéance, l'examen c'était un mémoire, donc j'ai fait un truc pété sur True Detective, où tu sais j'ai parlé de la, tu sais à la fin il voit une spirale là, qui monte vers le ciel, j'ai dit oui, tout le temps en fait c'est du nihilisme, c'est l'éternel retour, puis là c'est la spirale hegelienne pour s'en sortir. Trop Détective, c'est une série avec beaucoup de symbolisme. Voilà, et j'ai vu super note et tout, content et tout, et on va laisser peser quoi. Mais l'autre truc dont je te parlais, c'était philosophie politique. Là pareil, je me dis, voilà, Aristote, la République, de Platon et tout, on va avoir des trucs bien quoi. Et puis en fait, c'est philosophie politique, des discriminations. A priori, pourquoi pas? Sauf que je me retrouve dans une classe de fanatiques, et c'était vachement intéressant parce que par contre, la prof était brillante, tu vois, elle était vachement intelligente. Mais en gros, elle gérait le fanatisme. C'est-à-dire que en fait, j'étais vraiment entouré d'intégristes militants. C'était des militants autour de ça. Ouais, et en gros, ils se déversaient, mais en gros, parce qu'en fait, ils étaient tous d'accord, et du coup, ils cherchaient le petit truc pour monter en épingle et pour partir en couille. Moi, je disais rien, je me taisais, parce que si je l'ouvrais, j'allais me faire fumer. T'étais pas à l'aise. Ah non, pas du tout. Et alors, ce qui est vachement bien, c'est que la prof et tout, elle administrait tout le truc, mais c'était du rentard, hein, c'est-à-dire qu'elle essayait de mettre un peu de protocole dans le fanatisme pour instiller un peu de réalisme et de formalisme dans la rage militante spontanée, tu vois. C'était balèze. Mais alors, pareil là, catastrophe, c'est que je me dis que je vais devoir faire un exposé devant ces gens, tu vois. Horrible. Et alors, est-ce que tu peux un peu plus rentrer en détail pour qu'on soit bien nous dedans? Donc l'idée c'était que le contenu du cours est lui-même très militant. Non, en fait, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a un cours qui porte sur... Parce que donc, philosophie politique des discriminations. Voilà, et tu avais un deuxième intitulé qui était classe, genre, race, tu vois. Okay. On parlait que de race et de genre et jamais de classe. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque cours... C'était revendiqué. On s'intéresse surtout au genre et à la race. C'est pas revendiqué. Et moins à la classe. C'est ça le problème, tu vois, c'est comme tu disais, c'est que c'est pas un truc...
c'est pas un truc affiché en fait. C'était une approche. Ça se passe plus subtilement quoi. C'était une approche qui se voulait intersectionnelle ou pas? Voilà, c'est ça. Enfin, justement, je crois pas qu'elle se réclame de l'intersectionnalité, mais en tout cas, tous les étudiants qui étaient dans ce cours-là, ils étaient intersectionnels convaincus. Quoi. Parce que c'est un concept encore assez discuté aujourd'hui. Oui, oui. Justement parce que à l'intersection, toutes les oppressions. Le sens n'est pas forcément très clair. Est-ce qu'il s'agit d'addition des différentes discriminations et des oppressions? Moi, je suis pas sûr ou d'un maillage subtil? Jusqu'à quel point on peut interpréter épistémologiquement, comment on peut le comprendre, le maillage subtil entre les différentes couches de discrimination? De ce que j'ai compris, moi, ce qu'il disait, on analyse pour chaque contexte ce qui se situe à l'intersection de toutes les discriminations sociales, sexuelles, ethniques. Voilà. C'est ça le présupposé, je crois, épistémologique de base. Et ce qui était très curieux, c'est qu'on était censé faire de la philosophie politique, et en fait, on n'avait que des textes. Enfin, j'explique comment se passait le cours, c'est que on avait un texte pour chaque cours, et en fait, avant chaque cours, un étudiant devait prendre le texte d'un chercheur, le commenter et en faire un exposé devant la classe. Et ça faisait le cours en fait. Et en fait, t'avais que des textes de sociologues. C'était pas des philosophes professionnels, quoi. Ou c'était des mecs qui étaient à cheval dans plusieurs domaines. Et donc en fait ils font des exposés sur des trucs, moi par exemple le truc que j'avais fait c'était sur les statistiques ethniques. Et ça c'est un sujet qui est très, comment dire, statistique, positiviste, tu vois, où là les armes théoriques dont tu as besoin c'est des trucs vraiment que tu puises à fond dans la sociologie. Il n'y a pas, tu sais, un raisonnement sur des concepts ou pas du tout de logique formelle, il n'y a rien du tout. Et donc je me suis retrouvé dans une situation assez bizarre, c'est que j'ai pris vraiment dans le calendrier les derniers des derniers cours, parce que je voulais pas me dévoiler avant, tu vois, je me suis dit, bon, j'avais vraiment le dernier, je crois. Je me suis dit, comme ça finit, ils vont tous me déchiqueter, mais c'est pas grave, c'est le dernier, quoi, ça finit en apothéose. T'avais vraiment l'impression d'être dans une situation de minorité, de ouf, hein. Avec un... de ouf. Voilà, le fait que les autres soient très militants, après, ça peut, si toi tu n'es pas... T'es pas forcément militant du même camp qu'eux, mettons. Ça peut expliquer que tu te sentes... t'aies peur de dévoiler, mais... Peut-être que c'est du fantasme, je sais pas. C'est-à-dire... peut-être que je spéculais trop sur leur réaction, mais en tout cas ils étaient tellement véhéments à chaque fois qu'ils prenaient la parole, que ça donnait pas envie de sortir du bois, quoi. Mais bref, parce que bon, moi je suis athée, je suis matérialiste, et quand je regarde la société ou un phénomène social, le facteur que je privilégie avant tout, c'est le facteur de classe. Quoi. Donc j'assume, c'est un tropisme, mais ça rentrait pas du tout dans les carcans de leur discours. Quoi. Parce que pour eux, c'est du classisme, ou c'est-à-dire que je prends pas en goût. C'est vraiment comme ça que tu l'as vécu. C'est-à-dire que vraiment, l'aspect classe, bien que ce soit intersectionnel, est mis de côté par rapport à l'analyse de genre et de race, qui est plutôt pertinente. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais en fait, le truc, c'est que, si tu veux, pour te donner un exemple concret, hein, il y avait je reviendrai après bon, en gros, vite fait, hein, l'exposé que j'ai fait à la fin de l'année, j'ai été sauvé par le GONG parce qu'il y avait un mouvement lycéen, et donc le cours a été bloqué. Et du coup, j'ai envoyé mon exposé à l'écrit à la prof. Ton exposé n'a jamais eu lieu. Donc elle a lu l'écrit et j'ai eu une bonne note, donc j'étais content. Donc, non, mais c'est plutôt nana honnête, c'est pour ça, je veux pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la charger. La prof était, elle, plutôt dans assez sérieux. Ah, mais franchement, c'est dur à expliquer, mais c'était vraiment une funambuliste extraordinaire. Parce qu'elle était à fond dans cette idéologie-là. Tu veux la citer ou pas? Que nos auditeurs fassent une idée. C'est Magali Besson. Oui, voilà, elle est très connue, c'est une référence. Hein. Mais par contre, c'est une femme super intelligente, très raffinée et tout, et elle maîtrise son sujet, et elle n'est pas dans des trucs, elle n'est pas dans l'agressivité, tu vois. Elle était moins militante que les étudiants. Voilà. C'est le versant, tu sais, rationalisé, tu vois, avec le protocole, la recherche, les bases, les sources, les machins. Donc ça allait, on pouvait discuter. Tu vois. Alors que moi, l'exposé que j'avais fait sur les statistiques ethniques, c'était en gros de montrer que les statistiques ethniques en France, elles sont pratiquées, elles existent, et donc que tout le clivage qu'on fait tout le temps entre assimilationnistes
et qui veulent pas les statistiques ethniques, et je sais pas comment dire, mais les décoloniaux progressistes qui veulent absolument les statistiques ethniques pour faire progresser la science et puis la situation des minorités. Je disais que c'était une fiction complète. Et puis au-delà de ça, c'est pas du tout parce que tu as un instrument statistique et de mesure que tu peux faire une politique progressiste. Et même au-delà de ça, je montrais dans le truc que l'origine des statistiques ethniques en France, c'est carrément une source d'origine coloniale en fait. C'est dans la façon d'allouer la main-d'œuvre immigrée en France. Les premières statistiques ethniques, elles étaient faites pour ça. Et elles se faisaient au détriment des travailleurs qui étaient sous protectorat, les travailleurs marocains, tu vois, au profit des travailleurs algériens de l'époque. Parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas vraiment considérés comme français par rapport, alors que dans la doxa de l'époque, ils étaient considérés comme français. Mais on voit de façon perverse dans les statistiques ethniques qu'ils étaient de cette époque-là, donc c'est les années 50. Je m'étais fondé sur le boulot qu'avait fait une juriste qui s'appelle Laure Pitti, et qui avait fait un boulot sur le recours aux statistiques ethniques dans la gestion de cette main-d'œuvre-là étrangère. Il faudrait que je retrouve le détail du truc, mais il y a une réglementation qui est très rigide, tu vois. C'était le premier épisode avec Benjamin du podcast L'Entretien Cosmique. La suite de mon entretien avec Benjamin sera publiée dans une semaine sur le compte Acast de l'émission, sur la chaîne YouTube, et vous pourrez suivre les actualités sur le compte Twitter du Céphalopode Cosmique. À très très bientôt, j'espère.